Bonjour. Aujourd'hui, on va voir le système immunitaire, les défenses innées et les défenses adaptatives de l'organisme. Alors, ça me met dans le livre ça, de tout bon plan. Et déjà, si vous faites attention à plan, tu peux commencer à comprendre le chapitre. Ainsi, j'aimerais dire là, dans ce chapitre, il faut découvrir que le système immunitaire défend l'organisme contre les agents pathogènes et en plus de ça, qui soutiennent d'un corps là même des cellules cancéreuses. Et qui gens li pral défendre l'organisme et qui gens nous pral découvrir que la défendre l'organisme en comparant les défenses innées des défenses adaptatives. Et les défenses innées, on va les comprendre en étudiant les barrières superficielles, la peau et les muqueuses, et les défenses innées internes, les cellules et les substances chimiques. Tandis que du côté des défenses adaptatives, on va commencer par les antigènes, OK? Et ces antigènes-là qui sont reconnus par les lymphocytes et les cellules présentatrices d'antigènes. Et ces cellules-là vont déclencher la réaction humorale et la réaction cellulaire. Ensuite, quand on a vu tout ça, puisque que se passe-t-il quand les choses tournent mal? Et puis, on a fini en explorant le développement et le vieillissement du système immunitaire. Alors, nous allons commencer et je nous ai là, comme tout texte, et nous parlons, dans toute section, on va commencer par une introduction. C'est ça que fait, ouais, que, pas un titre. C'est-à-dire que, à côté ici, ouais, il y a un titre qui parlait de défense innée. OK? Donc, introduction va nous donner un petit plan. Ça va amener le sujet et nous va nous un petit plan de ce qui va suivre. À chaque instant, jour et nuit, des légions de bactéries, de mycètes. Mycètes, ça veut dire de champignons et de virus hostiles pullulent sur notre peau. Malgré cela, nous sommes presque toujours bien portants. Heureusement, c'est presque toujours. Si c'est bien portant tout le temps, nous voilà pas besoin de faire de. L'organisme semble réagir de manière plutôt catégorique à l'égard des corps étrangers. Si vous n'êtes pas avec moi, vous êtes contre. Et pour permettre ce principe en pratique, et pour mettre plutôt ce principe en pratique, il faut principalement, il fait principalement appel à deux systèmes de défense intrinsèques qui fonctionnent à la fois individuellement et de façon coordonnée pour assurer la résistance à la maladie, soit l'immunité, qui vient du latin immunis, qui veut dire exemple du mal. Le système de défense inné ou non spécifique, comme le simple soldat, est toujours prêt, c'est-à-dire qu'il réagit en quelques minutes pour protéger l'organisme contre toute substance étrangère. Il érige deux barricades. La première ligne de défense comprend les barrières superficielles que sont la peau et les muqueuses intactes. Donc, parmi tous les épithéliums vêtements que nous avons la peau pour extérieur, mais quand c'est à l'intérieur d'une cavité, on va parler de muqueuses. Donc, sont là pour les muqueuses intactes. La deuxième ligne de défense, mobilisée lors d'une brèche, s'ouvre dans la première ligne. Lorsqu'une brèche s'ouvre dans la première ligne, elle va faire intervenir des protéines antimicrobiennes ainsi que des phagocytes et d'autres cellules pour empêcher les envahisseurs de se répandre dans tout l'organisme. On reconnaît la deuxième ligne de défense par la fameuse réaction inflammatoire qu'elle déclenche. Donc, c'est le système inné, qui est donc non spécifique. Pour le deuxième système, le système de défense adaptative ou spécifique, ressemble plutôt à un corps d'élite muni d'armes sophistiquées. Il attaque des substances étrangères spécifiques et constitue la troisième ligne de défense de l'organisme. Ces réactions
mettent plus de temps à se matérialiser que celles du système inné. Là, il y a un bon plan de barrer qu'on gagne, défense innée qui pas spécifique, là pour attaque, puisque système adaptatif, donc il va plutôt adapter à chaque type de défense, à chaque type d'antigène, et c'est pour ça, c'est la troisième ligne. C'est-à-dire que pour sur les troisième ligne, parce que vous avez première ligne qui est faite par la peau et les muqueuses, et puis deuxième ligne, là, ok, qui est faite par la réaction inflammatoire. Nous allons étudier séparément les défenses de Corée, on vous a non? Nous allons étudier séparément les défenses innées et les défenses adaptatives, mais il ne faut pas oublier qu'elles travaillent toujours en étroite collaboration. Et il faut référence à la figure 21.1. Vous voyez ça, faut aller dans la figure 21.1. Donc, la figure 21.1 présente un aperçu de ces deux systèmes. Reprendrons des parties de ce schéma dans d'autres figures afin de vous indiquer la partie du système immunitaire dont il est question. Donc, pour bien comprendre, il faut lire la figure 21.1. Là, ok, figure 21.1. Et en vont regarder les figures là, il faut regarder les gens titres en bas. Donc, figure 21.1, aperçu des défenses innées et adaptatives. L'immunité humorale, qui fait surtout appel aux lymphocytes B, donc YouTube contient information. Et l'immunité cellulaire, qui fait appel aux lymphocytes T, constitue deux mécanismes distincts de l'immunité adaptative qui se regroupent. OK? Donc, regardez le schéma qu'on a. OK. Défense innée, défense adaptative, défense innée. Vous avez la première ligne qui est faite par les barrières superficielles, donc la peau et les muqueuses. Ensuite, la deuxième ligne de défense, défense interne, on va parler des phagocytes, des cellules tueuses naturelles de la réaction inflammatoire, des protéines antimicrobiennes, ça, il va nous dire long parce que l'équipe bagaille, et la fièvre, la défense. Les défenses adaptatives, nous avons immunité humorale, ok? Alors, c'est pas immoral, parce que c'est une grosse immunité qu'on dit immunité humorale, donc c'est humoral, représenté par les lymphocytes T, toujours troisième ligne de défense, et l'immunité cellulaire, les lymphocytes T. Ok, donc on y a, on fait introduction, ok, il a fini avec introduction. Donc, lorsqu'il fonctionne de manière efficace, le système immunitaire assure parfaitement sa fonction de protection de l'organisme contre la plupart des micro-organismes infectieux. Certaines cellules cancéreuses contre la plupart des micro-organismes infectieux, certaines cellules cancéreuses et malheureusement contre les tissus et les organes transplantés. Ça veut dire que tout le monde doit prendre un médicament qui ça va arriver, il va attaquer que étranger que vous mettez dans le corps monde. Il arrive à ce résultat de façon directe en attaquant les cellules et de façon indirecte en libérant des substances chimiques mobilisatrices et des molécules d'anticorps protecteurs. Donc, le système immunitaire, il va attaquer les organes transplantés et former ce qu'on appelle le phénomène de rejet. Soit il fait cellules qui va l'attaquer directement les cellules, soit il fait produit qui va raser et organes implantés. Donc, à cette introduction, je t'ai dit deux gros bagailles, système de défense inné, système de défense adaptatif. Donc, ça va commencer avec défense innée. On pourrait dire que le corps humain arrive au monde parfaitement équipé de défenses innées, étant donné que ces défenses font partie de notre anatomie. Les barrières mécaniques qui recouvrent la surface de l'organisme, ainsi que les premières cellules et substances chimiques qui engagent le combat à l'intérieur du corps, sont en place dès la naissance, prêtes à protéger l'organisme contre l'invasion des agents pathogènes. Et puis, depuis qu'on a que là bleu ciel, ok, le plus souvent, il faut accompagner ça par une définition de ça quand le ciel. Donc, les agents pathogènes sont des micro-organismes nocifs ou responsables de maladies. Dans de nombreux cas,
Nos défenses innées sont capables à elles seules de détruire des agents pathogènes et d'éviter ainsi l'infection. Dans d'autres cas, cependant, le système adaptatif doit se déployer pour prêter main forte aux mécanismes innés. Du moment que le mécanisme inné a pacifié, le système adaptatif vient entrer en jeu. Dans tous les cas, les défenses innées réduisent la charge de travail du système adaptatif en empêchant l'entrée dans le corps de micro-organismes et leur propagation. Donc, ça, c'était le système. On commence avec le système inné. Et, et donc, c'est sous-partie, c'est le système inné, mettant différentes sections du système inné. OK? Par exemple, là, nous sommes à la page, au chapitre 21, 21.1. Si on regarde la table des matières, on peut avoir un petit plan. Donc, 21, système immunitaire, l'organisme blanc. Donc, on a d'abord les défenses innées. Et dans les défenses innées, ou bien une partie, deux parties. Donc, première partie, ce sont les barrières superficielles qui constituent la première ligne de défense contre les envahisseurs. Et deuxième partie, les défenses innées internes sont les cellules, les substances chimiques qui constituent la deuxième ligne de défense. Une défense innée, il y a deux, de, 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 il y a encore deux frontières de deux parties, OK? Deux barrières, barrière superficielle et barrière formée par les cellules. Donc, on va commencer par les barrières superficielles. Les barrières superficielles constituent la première ligne de défense contre les envahisseurs. Et le tout bon objectif d'apprentissage, c'est que lorsqu'on prend les barrières superficielles qui constituent la première ligne de défense contre les envahisseurs, ou ap capable d'écrire les barrières superficielles que constituent la peau et les muqueuses par rapport à leur fonction de protection. Donc, toute autre figure leur fonction, mais nous allons regarder simplement leur fonction de protection. Donc, nous allons décrire qui j'ai la peau et les muqueuses et à protéger nous. Donc, la première ligne de défense de l'organisme est constituée par la peau et les muqueuses. Donc, là, vous parlez en page 158-59, vous parlez ça que la peau, ça que ainsi que par les sécrétions que ces dernières produisent. Donc, la première ligne de défense, c'est constitué par la peau et les muqueuses et les sécrétions qu'elles produisent. Cette première ligne de défense est hautement efficace, heureusement pour le système adaptatif. Tant qu'il est intact, l'épithélium kératinisé de l'épiderme forme une barrière physique redoutable, bloquant l'entrée à la plupart des micro-organismes qui fourmillent sur la peau. La kératine résiste aussi à la plupart des acides et des bases faibles, ainsi qu'aux enzymes bactériennes et aux toxines. La muqueuse en bon état, les muqueuses, donc on a fini avec la peau. J'ai dit c'était la peau et les muqueuses. C'est tout bail pour la peau. Traverser dans les muqueuses. Les muqueuses en bon état fournissent une protection semblable à l'intérieur du corps. Il faut se rappeler que les muqueuses tapissent toutes les cavités corporelles qui s'ouvrent vers l'extérieur. Et puis au bord, par exemple, elles vont donc tapisser le tube digestif qui s'ouvre vers l'extérieur au niveau de la bouche, au niveau de l'anus, les voies respiratoires qui s'ouvrent à l'extérieur au niveau du nez et de la bouche, et les voies urinaires qui s'ouvrent aussi à l'extérieur, ainsi que le système génital. Outre leur fonctionnement de barrière physique, la peau et les muqueuses produisent des substances chimiques protectrices énumérées, énumérées. Donc, il y a le bras le bail, substance. On songe, je te dis que, bah, première barrière, là, c'est là pour les muqueuses, et ça que y a sécrété. Ainsi, qui ça a sécrété? Premièrement, acide. L'acidité des sécrétions de la peau du vache de l'estomac inhibe la croissance bactérienne. Bactérien pa vle wè acide.
Mais il y a aussi des enzymes. Et parmi les enzymes là, on vient de lysozyme. OK, si songez, on a fait de lysosome, donc son bagage qui est plein d'enzymes là-dedans, qui se trouve dans la salive, les muqueuses des voies respiratoires et le liquide lacrymal de l'œil. Ce lysozyme, ça détruit les bactéries dans l'estomac, des enzymes capables de digérer les protéines tuent bon nombre de micro-organismes. Si vous digérez bien, vous pouvez digérer les micro-organismes. Mais on a l'autre bactérie qui est la mucine. La mucine, dissoute dans l'eau, forme un mucus épais. Donc, on va équipe ouest, collant. Donc, on y a depuis qu'il y a une bactérie mini, il a tout kembel tout englué. OK? Donc, un mucus épais et collant qui tapisse les voies digestives et respiratoires. Ce mucus emprisonne beaucoup de micro-organismes. La mucine de la salive, elle, emprisonne les micro-organismes et les dirige vers l'estomac. Une fois que arrivé dans l'estomac, les enzymes et l'acidité de l'estomac vont les digérer. Nous te ouais, acide, nous te ouais, enzymes, nous te ouais, mucine, mais nous avons les défensives. Toujours que, dit que la première barrière, qui est la muqueuse, OK, ou qui est une barrière physique, là, après les muqueuses et leur sécrétion. Avant-dernier point, les muqueuses défensives, les muqueuses et la peau sécrètent de petites quantités de peptides antimicrobiens, donc peptides de petits amas d'acides aminés, à large spectre appelé défensines. La production de défensines augmente considérablement en réponse à la réaction inflammatoire lorsque des agents pathogènes arrivent à franchir la première ligne de défense. De diverses façons, par exemple, en perçant les membranes microbiennes, c'est-à-dire que les défensives ne pourront pas le faire trop. Les problèmes qui vont le faire trop. Donc, barrière mitone qui est la membrane cytoplasmique. Mais la membrane plasmique, il n'y a pas qu'à ça quand il va sortir. Et les défensives aident à réduire la colonisation bactérienne et fongique de champignons, et mycètes, des régions exposées. Et puis, il y a l'autre substance qui est dans la peau. Les lipides contenus dans le sébum. Sébum, là, sous sujet, c'est sécrétion froide qui est éclairée, qui est le gras. Donc, dans le sébum, ainsi que dans la dermicide de la transpiration écrine sont toxiques pour les bactéries. Dans la peau, les lipides contenus dans le sébum, ainsi que la dermicidine de la transpiration écrine sont toxiques pour les bactéries. Ça, c'était les substances. Donc, les muqueuses des voies respiratoires présentent également des modifications structurales qui neutralisent les agressions potentielles. À l'intérieur du nez, les petits poils recouverts de mucus retiennent les particules inhalées. Et ce mucus-là, le vient sécher, il ça va les cacanets. Quant à la muqueuse des voies respiratoires supérieures, elle comporte des cils, on va dire des petits poils, ok, qui battent. Et le bat, qui a fait tout ça qui est en dedans, gorge, remonter vers la bouche. OK? Donc, quant à la muqueuse des voies respiratoires supérieures, elle comporte des cils dont les battements font remonter vers la bouche le mucus chargé de poussière et de bactéries qu'on respire. Ce faisant, les agents microbiens ne peuvent pénétrer dans la partie inférieure des voies respiratoires, où le milieu chaud et humide constitue un endroit idéal pour la croissance bactérienne. Donc, puis au fin pas si barrière ça, mais comme on va joindre tout ça au besoin pour le multiplier. Donc, c'est grâce avec ces cils-là, avec le mucus, que il va arriver, que aurait été dans les parties supérieures. Du côté de la muqueuse intestinale, elle porte des cellules spécialisées appelées cellules M ou à micropuits, dont les nombreux effets replis captent les particules étrangères du côté de l'intestinal, les font passer par transcytose, donc à travers la cellule du côté basal de la cellule,
vers le tissu lymphoïde pour les exposer aux cellules immunitaires. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Par exemple, ce processus-là est utilisé pour combattre la typhoïde, mais lorsque le microbe de la typhoïde arrive dans le tissu lymphoïde, il peut provoquer des abcès, tout et tout, et il bon, typhoïde. Des fois, ça ne marche pas. Par ailleurs, la peau et les muqueuses abritent un microbiote normal. Et c'est quoi le microbiote? C'est une flore bactérienne commensale qui empêche normalement, il y a tellement pile sous quoi, une flore bactérienne commensale, il y a tellement en pile que il va l'empêcher, ok, empêche normalement les bactéries étrangères de s'y installer. Bactéries étrangères, ils ont moins nombreux, donc compétition faite entre le microbiote normal et les autres bactéries. Est-ce que ça veut dire que ça forme? Oui, pour pouvoir conserver son microbiote normal. La question est dans l'air. OK? Donc, c'est-à-dire une flore bactérienne commensale qui empêche normalement les bactéries étrangères de s'y installer. La tâche de ces membranes est particulièrement complexe car, en plus d'avoir à distinguer ce qui est étranger à l'organisme de ce qui ne l'est pas, elles doivent aussi reconnaître et tolérer, OK, le microbiote normal, c'est-à-dire les micro-organismes utiles. Même si elles sont tout à fait efficaces, les barrières superficielles, qui sont résumées dans le tableau 21.1, sont parfois percées de petites entailles et de coupures causées par exemple par le brossage des dents, le rasage de la barbe. Lorsque cela se produit, les mécanismes innés internes, donc c'est-à-dire la deuxième ligne de défense, entrent en jeu. Ok, c'est même j'ai fait littérature. Donc, on finit avec un paragraphe, une section, pour tout introduit prochaine section. Et là, yo introduit les mécanismes innés internes qui forment la deuxième ligne de défense. Ok, donc, vous avez vérifié vos acquis. Ok, qu'est-ce qui distingue le système de défense inné du système de défense acquis? Il y en a depuis la naissance, jusque l'autre, il va l'adapter. Quelle est la ligne de défense contre la première ligne de défense contre la maladie? Ouais, c'était la peau et les muqueuses. Bon. Donc, vous êtes à 21.1, qui était les barrières superficielles. OK? La première ligne de défense, qu'on a, nous allons toujours dans les défenses innées. Et toujours dans les défenses innées, on va voir les défenses innées internes, qui sont les cellules et les substances chimiques qui constituent la deuxième ligne de défense. Donc, on va retourner là, dans objectif d'apprentissage pour 21.1. Donc, maintenant, nous avons décrit les barrières superficielles qui constituent la peau et les muqueuses et par rapport à leur fonction de protection. Maintenant, au deuxième, là, objectif d'apprentissage. Ah, grand pile, hein, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Objectif d'apprentissage, c'est expliquer l'importance de la phagocytose, des cellules tueuses naturelles et de la fièvre dans les défenses, la défense innée de l'organisme. Nommer les principaux phagocytes et situer leur lieu d'action, expliquer le mécanisme de l'explosion oxydative. Pas qu'être mot compliqué, oui, là, mais nous allons le poser. Décrire la réaction inflammatoire et énumérer ses avantages pour l'organisme. Nommer les quatre signes majeurs de l'inflammation et expliquer leur utilité. Nommer les principales substances chimiques libérées durant la réaction inflammatoire, indiquer leur source et leur rôle particulier. Toujours, objectif d'apprentissage, définir les termes leucocyte, marginalisation, diapédèse et simiotaxie. Ça, c'est la troisième partie. Quatrième partie, nommer les protéines antimicrobiennes de l'organisme et décrire leurs fonctions, expliquer leur mode d'action, expliquer ce qu'on entend par opsonisation. Un pile bagaille. Ensuite, expliquer comment la fièvre
contribuent à la protection de l'organisme. Et on a les bien. L'organisme a recours à un grand nombre de moyens cellulaires non spécifiques pour assurer sa protection. OK? Et ce sont en particulier les phagocytes, les cellules tueuses naturelles, les protéines antimicrobiennes et la fièvre. Divers éléments de l'organisme jouent un rôle dans la réaction inflammatoire. Les macrophagocytes, les mastocytes et tous les types de leucocytes, de même que les douzaines de substances chimiques qui tuent les agents pathogènes et contribuent à la réparation des tissus. Donc là, il y a tout bord, les deux parties. Un, des cellules, deux, des substances. Donc, cellules et substances, ce sont des éléments de protection qui repèrent les substances potentiellement dangereuses en reconnaissant les molécules aux formes spécifiques présentes à la surface des organismes infectieux. Donc, vous songez que les molécules, plutôt les protéines, ils ont une forme primaire, secondaire, tertiaire et quaternaire qui leur donne une forme spécifique. OK? Et c'est là que on rejoint sur l'extérieur des bactéries, des mycètes, entre autres. Ainsi, les substances qui sont sécrétées par ces cellules dans la deuxième ligne de défense, OK? Elles vont se lier aux molécules aux formes spécifiques. Et ces molécules aux formes spécifiques, OK, ces composants du côté des microbes, OK, sont appelés motifs moléculaires associés aux agents pathogènes. Donc, c'est le PAP, ou Pathogen Associated Molecular Patterns. Excusez-moi pour mon anglais vraiment limite. Les macrophagocytes et les cellules de différents tissus servant de barrière naturelle, comme les cellules épithéliales, tapissent le tube digestif et les voies respiratoires. OK? Donc, les macrophagocytes abordent des récepteurs membranaires spéciaux qui leur permettent de reconnaître les envahisseurs et de donner l'alarme en se liant au motif moléculaire associé à l'agent pathogène, donc au PAMP, des composants microbiens. Ces récepteurs de membrane, appelés récepteurs TOL, OK, ou TLR, Toll-like receptor, jouent un rôle central dans la réaction inflammatoire. L'humain possède 11 types de récepteurs TOL qui reconnaissent chacun une classe particulière de micro-organismes envahisseurs. Par exemple, l'un d'eux réagit avec un glycolipide de la paroi cellulaire de la bactérie responsable de la tuberculose. Un autre, un composant des bactéries gram-négatives. Par exemple, le sel du genre Salmonella, par exemple. L'activation des récepteurs TOL provoque la libération de substances inflammatoires appelées cytokines. Ça est compliqué, ça. Donc, au niveau des microbes, vous avez les pompes, et ces pompes sont reconnues par les récepteurs TOL. OK? Donc, c'était première partie, hein? OK? Et qui était, encore une fois, comme on a vu ça, première partie commence par l'organisme à recours. Cette première partie, OK, commence par une introduction. Et après ça, on va dans le plein, on va rentrer dans le vif du sujet avec, d'un côté, les phagocytes, OK, et d'un autre côté, les cellules tueuses naturelles. Donc, avant de rentrer dans les phagocytes, regardons le tableau. OK? Le tableau se réfère à la première ligne de défense, les barrières superficielles. Donc, catégorie éléments associés, c'est la première colonne.
Deuxième colonne, c'est mécanisme de protection. Ainsi, l'épiderme de la peau intacte, ça forme une barrière mécanique qui empêche l'infiltration d'agents pathogènes et d'autres substances nocives de l'organisme. OK? Et au niveau de l'épiderme de la peau intacte, on va avoir l'acidité de la peau et la kératine. Donc, les sécrétions de la peau pour l'acidité de la peau sur les sébum rendent la surface de l'épiderme acide, ce qui inhibe la croissance des bactéries. Le sébum contient des agents bactériens. Et la kératine assure la résistance contre les acides bases et les enzymes bactériennes. Donc, si là, nous allons réviser, nous n'avons pas besoin de relire texte. OK? Regardez les schémas et regardez les tableaux. Au niveau des muqueuses intactes, donc on reprend mucus, poils, les cavités nasales, cils, suc gastrique, acidité de la muqueuse vaginale, sécrétion lacrymale, salive, urine. OK? Bon, allez. Voilà, deuxième ligne, qui sont, et on va voir les phagocytes. Donc, les agents pathogènes qui pénètrent dans le tissu conjonctif, ça, à la peau et aux muqueuses, une fois qu'ils ont fait un petit perturbant, ils ont fait une petite ouverture côté, ils ont rentré dedans, font face aux phagocytes. Donc, qui vient de phagen, du grec phagen, qui veut dire manger. Donc, cyte, cellule, phagen, manger, donc, cellule qui mange. Et, comment s'appellent ces phagocytes-là? Ce sont les granulocytes neutrophiles. OK? Qui sont les leucocytes les plus abondants. Et ces granulocytes neutrophiles deviennent phagocytaires lorsqu'ils rencontrent des agents infectieux dans les tissus. Les phagocytes les plus voraces sont toutefois les macrophagocytes. Gros mangeurs, cellules gros mangeuses. OK? Mais avant d'être macrophagocytes, ils étaient des monocytes. Donc, c'est pour ça, ça vous dit que les précurseurs sont les monocytes, les leucocytes, qui quittent la circulation sanguine et pénètrent dans les tissus, où ils se transforment en de type de macrophagocytes. Les macrophagocytes libres, OK, ils vont circuler, ils font leur ronde dans l'espace interstitiel de tous les tissus à la recherche de débris cellulaires d'envahisseurs. Tandis que, s'il y a un équilibre, le contraire, ce sont les macrophagocytes fixes, tels que les cellules réticulo-endothéliales étoilées dans le foie, aussi appelées macrophagocytes hépatiques aux cellules de Kupfer, sont des résidents permanents d'organes particuliers chargés de capter les substances nocives ou les envahisseurs passant à proximité. Donc, premier type de cellules, ce sont les phagocytes. Et que font les phagocytes? Hein, on a décrit les phagocytes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font des phagocytoses. Lors de la phagocytose, une vacuole membraneuse se forme constituant en grande partie de membranes provenant du réticulum endoplasmique, le phagosome, qui en résulte, fusionne avec le lysosome pour donner un phagolysosome. OK? Et on dit de regarder la figure 21 de A. OK? Donc, voilà la figure 21 de A. Ce qu'on dit, étape 1 à 3. En général, les granulocytes neutrophiles et les macrophagocytes détruisent la proie ingérée en acidifiant le phagolysosome pour ensuite en digérer le contenu à l'aide des enzymes lysosomiales. Toutefois, des agents pathogènes comme le bacille de la tuberculose qui a une cirrhose et certains parasites résistent aux enzymes lysosomiales et arrivent même à proliférer à l'intérieur des phagolysosomes. Dans de tels cas, d'autres cellules du système immunitaire appelées lymphocytes T auxiliaires libèrent des substances chimiques qui stimulent des macrophagocytes et entraînent l'activation d'autres enzymes qui, elles, produisent l'explosion oxydative.
Ces dernières favorisent la destruction d'agents pathogènes. Donc, lorsque les produits qui sont dans le phagolysosome ne sont pas suffisants, OK, les lymphocytes T auxiliaires vont libérer des substances chimiques qui vont stimuler les macrophagocytes et entraîner l'activation d'autres enzymes qui, elles, produisent l'explosion oxydative. Donc, que fait l'explosion oxydative? On va oublier phrase. Donc, l'explosion oxydative, OK, cette dernière favorise la destruction des agents pathogènes en, en 3.1. Donc, il favorise la destruction des agents pathogènes qui, j'ai, OK, 3 points, en libérant un déluge de radicaux libres, en produisant des substances oxydantes telles que l'eau oxygénée et une substance semblable à l'eau de Javel, jusque-là, hein, l'anion hypochlorite, c'est OCl-. Troisième point, en augmentant le pH et l'osmolarité à l'intérieur du phagolysosome, ce qui active d'autres enzymes protéolytiques qui l'envahissent. Les granulocytes monophiles sécrètent également des peptides antimicrobiens, les défensines, qui transpercent la membrane de l'agent pathogène. L'activité phagocytaire n'est pas toujours couronnée de succès. Pour qu'il y ait ingestion, le phagocyte doit d'abord adhérer à l'agresseur. Et il y a une animation qu'on va voir. Or, ce processus ne réussit que si la cellule reconnaît le POP. Beaucoup de matériel, ça on va le faire. Elles sont recouvertes d'une capsule externe, beaucoup de bactéries, pardon. Elles sont recouvertes d'une capsule externe qui vont dissimuler leur pompe. Elles peuvent ainsi échapper à la destruction car les phagocytes n'arrivent pas à adhérer. Le tôle des phagocytes n'arrive pas à adhérer à leur capsule. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Le système immunitaire va contourner ce problème en recouvrant des agents pathogènes d'opsonines. Les opsonines sont des protéines du complément, on va voir ça plus loin, ou des anticorps qui forment des crochets auxquels les récepteurs de la membrane plasmique des phagocytes peuvent se fixer. N'importe quel agent pathogène peut être recouvert d'opsonines. Et ce processus, appelé opsonisation, c'est-à-dire rendre appétissant, accélère grandement la phagocytose des pathogènes. Lorsqu'ils n'arrivent pas à digérer leur cible, en raison de leur taille par exemple, les phagocytes peuvent libérer des substances toxiques dans le liquide extracellulaire, mais la destruction des substances ingérées ou extracellulaires entraîne également celle des granulocytes photophile, alors que les macrophagocytes, qui sont plus robustes, peuvent continuer leur tâche. Donc, on garde phagocytose dans le schéma. Donc, A, OK? Donc, on est au niveau des défenses innées et des défenses internes. OK? On va voir les fameux macrophagocytes, ici en violet, qui s'apprêtent à ingérer là, les bactéries en forme de bâtonnet. Et c'est une micrographie, balayage, et le microscope électronique en balayage nous donne justement ces définitions de relief. Alors, quelles sont les étapes de la phagocytose? On a 4 étapes. Pardon, 5 étapes. 1, 2, 3, 4, 5. 4 étapes. 1, les phagocytes vont adhérer, OK, au POP ou au débris à l'aide de leur récepteur TOL, ce qui arrive là. Maintenant, la phagocytose, le phagocyte étant des pseudopodes, 1 et 2, OK,
et un phagosome contenant dans sa vésicule les particules ingérées se forment. Donc, pseudopode, et puis on fait un bagage, et il y a la formation d'un phagosome. Mais c'est pas suffisant puisqu'il n'y a rien dans le phagosome. Maintenant, on va voir la fusion d'un lysosome avec un phagosome, OK? Et ça va former un phagolysosome. Le lysosome va contenir des enzymes hydrolases, comme par exemple hydrolase acide. Et ceci va détruire la bactérie qui va laisser comme déchets des composés toxiques et des enzymes lysosomiales. OK? Donc, des composés toxiques et des enzymes lysosomiales détruisent des agents pathogènes. Parce que les enzymes, ça va détruire les agents pathogènes. Et parfois, la matière résiduelle non digérée est expulsée de la vésicule par exocytose et on le verra lorsqu'on verra le système lymphatique, le système lymphatique et tout ça. OK? Donc, il faut regarder. L'animation, c'est l'avantage. Lorsque vous achetez le livre, on vous donne un lien et ainsi vous pouvez lire le livre avec les liens. Donc, on va regarder l'animation. OK? Donc, animation du chapitre 1, c'est le mécanisme de la phagocytose. On augmente le son, on agrandit plein écran et on y va. Et voilà. Donc, avantage d'avoir acheté le livre. OK? Donc, on avait vu les macros
les macrophages. Maintenant, on va voir, OK, on se rappelle bien, OK, on va voir donc, les phagocytes, plutôt, on avait vu les phagocytes avec la phagocytose, et puis les granulocytes de profil, les monocytes qui se transforment en macrophagocytes. Maintenant, on va voir l'autre partie qui consiste aux cellules tueuses et naturelles. Naturellement, euh, on voit donc la deuxième partie. Donc, les cellules tueuses naturelles ou cellules NK, Natural Killer Cells, nettoient le sang et la lymphe de l'organisme. Elles constituent un groupe particulier de cellules de défense qui peuvent provoquer la lyse de la membrane plasmique des agents pathogènes. Elles sont capables de tuer les cellules tumorales et les cellules infectées par des virus avant que le système de défense adaptatif entre en action. Les cellules tueuses naturelles font partie d'un petit groupe de grands lymphocytes granuleux, LGL, large granular lymphocytes, et peuvent représenter jusqu'à 15% des lymphocytes. Il ne faut pas confondre les lymphocytes avec ceux du système, ces lymphocytes avec ceux du système adaptatif, qui ont la capacité de reconnaître des cellules infectées par des virus ou des cellules tumorales spécifiques et ne réagissent que vis-à-vis d'elles. Les cellules tueuses naturelles sont beaucoup moins sélectives. Elles sont capables d'éliminer plusieurs types de cellules infectées ou cancéreuses en détectant des anomalies générales telles que l'absence de récepteurs du soi à la surface des cellules. Donc, ces protéines, les fameux récepteurs du soi, appelés CMH, sont décrites à la page 910. OK, nous, on est qu'à la page 902. Le terme cellule tueuse naturelle indique donc la non-spécificité de leur action des substances. Les cellules tueuses naturelles, OK, n'ont pas de pouvoir phagocytaire. Elles éliminent leur proie en entrant directement en contact avec la cellule cible et en la détruisant par apoptose cellulaire programmée. Elles font appel au même mécanisme que les lymphocytes T cytotoxiques qui seront détruits jusqu'à la page 929. Les cellules tueuses naturelles sécrètent également des substances puissantes qui renforcent la réaction inflammatoire. Donc, voici les deux types de cellules que nous avons. Les phagocytes qui vont manger les, 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 les agents infectieux et les cellules tueuses naturelles qui, elles, vont provoquer l'apoptose, la mort cellulaire. Et pour ça aussi, on a une autre animation. Donc, les cellules tueuses naturelles ou cellules NK. On agrandit, on augmente le son et on démarre.
Voilà. OK, donc on va s'arrêter là parce que ça fait beaucoup. Et la prochaine vidéo, elle, va voir la troisième partie du chapitre, de la section 2 du chapitre 21, qui est la réaction inflammatoire. Donc, au revoir et on se reverra lors de la réaction inflammatoire.